Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Il est 10h33 sur Sud Radio. Vous savez comment participer à la conversation, participer au débat. C'est au 0826 300 300. Je vous présente les chroniqueurs et les sujets qui vont nous occuper pendant 1h30 dans un instant. Mais chose promise, chose due, on vous retrouve Albin Texera. Point sur la situation. Gironde, Égard, toujours des territoires prompts aux incendies. Et je vous en informe, amis auditeurs. Midi, 13h, édition spéciale. Vous êtes sur zone. Vous participez plus ou moins à toutes ces opérations. Vous êtes vacancier, vous êtes un directeur de camping, vous êtes pompier. Vous nous passez un coup de fil, on accordera la place adéquate entre midi et 13h sur cette antenne à la situation. Mais d'abord, le rappel des faits et l'actualisation de la situation avec vous, Albin Texera. Donc le feu reste particulièrement virulent, ça c'est les autorités qui l'affirment. Même s'il ne progresse pas à grande vitesse ce matin, le risque reste très élevé, notamment en début d'après-midi, dit-il. Depuis hier, en fin de journée, 2400 hectares ont déjà brûlé. Un incendie fulgurant, sa superficie a été multipliée par 6 en moins de 3 heures, attisé par un massif landais composé de pins très denses et qui, souvenez-vous, il y a 4 ans, a déjà grandement brûlé. On pense au méga-feu de la Teste de Bûche. Les flammes sévissent autour des communes de Leporge et Somos. La bonne nouvelle qui nous est parvenue il y a maintenant quelques minutes, c'est que la commune du Porge est préservée grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. C'est ce que le maire affirme. Par précaution, les autorités ont tout de même évacué 12 000 personnes, l'équivalent de 7 campings. Plus de 700 pompiers actuellement sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes. À ce stade, aucune victime n'est recensée. Les autorités soulignent néanmoins que la situation reste défavorable. Merci beaucoup, Albin Texera. Et je vous laisse, parce que depuis quelques heures vous êtes sur le front, je vous laisse prendre une petite respiration. Toute la rédaction est mobilisée toutes les demi-heures. Un point bien sûr sur ce qui se passe dans le Gard. Et vous l'avez bien compris également avec cette situation catastrophique et assez spectaculaire aussi du côté de la Gironde. Midi 13h, édition spéciale largement consacrée à cette actualité. Pour le moment, 10h35, on ne change quand même pas une équipe qui gagne malgré cette actualité pressante. Avant que je vous présente autour de la table qui va s'agiter, qui va ferrailler aujourd'hui les différents sujets. Une ministre, Aurore Bergé, qui déclare que l'État doit regarder ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Ah bon? Est-ce que l'intime, est-ce que le privé doit faire partie des prérogatives de l'État? Est-ce que nous n'en sommes pas là à finalement presque à l'exégèse d'un délire depuis quelques années dont l'État est persuadé que l'intime, ce qui se passe dans la piole, ce qui se passe dans la cuisine, ce qui se passe une fois qu'on a fermé la porte d'entrée les concerne? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 0826 300 300. On viendra également sur une interview surprenante, je pense que c'est le mot. Un ancien conseiller de Gabriel Attal qui s'appelle Louis Jubelin, qui a ouvert désormais sa boîte de communication, qui conseille de grandes personnalités, du monde économique notamment. La femme de Bernard Arnault en fait partie. Un ancien conseiller de Gabriel Attal assume avoir pris de la cocaïne, en avoir consommé. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça vous interpelle? Surtout dans un contexte où le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans ses cabinets, a fait passer des tests et qu'on a appris hier dans son interview à Paris Match que des personnes avaient été exfiltrées. On en parlera également ensemble. Mais pour le moment, à 10h36, le premier sujet de conversation. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Les jeunes qui votent Mélenchon sont-ils des êtres déconnectés? Comment vous regardez ça? C'est en tout cas la une du Point cette semaine. L'hebdomadaire s'interroge sur ces discussions familiales qui souvent tournent au drame entre une nouvelle génération qui a envie de changer le monde, comme dirait l'autre, et une autre génération qui ne comprend pas toute cette jeunesse prête à voter Mélenchon, à s'engager pour lui. Est-ce que les jeunes sont forcément déconnectés, ceux qui votent Mélenchon après tout? Quand on s'intéresse à ce document du Point, quand on regarde les différentes enquêtes, ce sont les plus diplômés, ils s'intéressent énormément à l'actualité internationale, pas tellement à leur propre sort, mais également à l'actualité écologique. Ils ont envie de changer le monde, enfin comme dirait l'autre, changer le monde, c'est tout un programme. Comment vous regardez cette jeunesse? Est-ce qu'on doit les applaudir parce qu'après tout ils s'engagent, et on doit s'engager surtout quand on est jeune, où vous leur dites écoutez, Mélenchon c'est pas la réalité, ça sert à rien de voter ça quand on est jeune, la vie, vous allez prendre un peu du plomb dans le crâne et vous comprendrez que c'est pas aussi simple que la vision de Mélenchon. 0826 300 300, vous êtes parents, grands-parents, vous ne comprenez plus rien aux décisions politiques de votre enfant, de vos ados. Les discussions politiques sont désormais insupportables et ingérables en famille. Et ben vous nous passez un petit coup de fil pour témoigner évidemment sur Sud Radio. Aujourd'hui autour de la table, Jean-Marie Villain, bonjour. Conseiller régional, ancien maire du Viry-Châtillon. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Thomas Exoler, Alex Hauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Philippe Bouriachi, conseiller municipal de Orly, conseiller régional Île-de-France et 3e vice-président de France Écologie. Et Véronique Chabourine, qu'on retrouve avec plaisir, analyste stratégique. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Aujourd'hui, je le disais, cette une du Point assez surprenante et assez amusante sur ces repas de famille avec des jeunes qui votent Mélenchon. Est-ce que déjà ça vous arrive dans votre entourage? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les jeunes qui votent Mélenchon sont forcément déconnectés autour de la table? Moi, ça me donne une autre lecture que la lecture des seuls sujets des débats internationaux. Pour moi, c'est aussi la lecture d'une jeunesse qui ne veut plus travailler. Parce que Mélenchon, les axes forts de son programme, c'est la retraite à 60 ans, c'est le SMIC à 1800 euros, c'est potentiellement la semaine de 4 jours qui est portée par les écologistes depuis longtemps. Et pour moi, c'est aussi le symbole d'une jeunesse qui n'a plus le goût à l'effort, qui n'a pas envie de se dépasser, qui considère que la vie doit être plus légère, avec moins de contraintes, sur lequel on doit moins consacrer de sacrifices à sa carrière, à son évolution, à sa famille. Et c'est surtout ça que je retiens dans le vote et dans les gens. En fait, de quoi, de grand conformisme, de grande flemme. Oui, une volonté d'une vie plus facile, plus cool, avec moins de contraintes. Et Mélenchon leur promet cette France avec moins de travail. Je disais le SMIC à 1800 euros. Et c'est l'argument que j'entends de la part de jeunes avec lesquels je parle, même parfois des jeunes de mon âge, qui me disent nous on en a envie. De la retraite aux 60 ans, on en a envie. Et c'est vrai que quand on s'intéresse au dernier vote des dernières présidentielles, les 18-25 ans, les 18-28 ans, Mélenchon fait des scores stratosphériques. Il est à 37-38%. Donc ça correspond peut-être à un vote de génération. Philippe Bouriachi, vous voyez, écoutez très attentivement ce que disait Thomas là. Alors moi je vais absolument pas me faire l'avocat de la France Insoumise et encore moins de Mélenchon. Les jeunes aussi votent aussi Bardella, aussi contradictoire que ça puisse être. Souvent, on retrouve ça dans les classes sociales assez aisées, parce que c'est un mouvement de réaction. Ce sont les plus diplômés, les plus aisés financièrement. De réaction, de pré-puberté, où on est un peu révolutionnaire dans l'âme, et en fin de compte, on n'a pas vu grand-chose. Et c'est bien que jeunesse se fasse aussi, mais il faudrait aussi se poser la question de l'autre côté, comment ça se fait que les autres partis dits classiques, démocratiques et républicains, que je mets dans le républicain, ne leur parlent pas. Voilà, donc lorsque vous venez vendre quelque chose sur l'étal du marché, vous avez des secteurs, alors je vais pas parler à ceux qui maîtrisent bien la com, mais chacun a des parts de marché. Véronique Chabourine vous regarde très attentivement. Et donc on voit que les cadres de la France Insoumise ont quand même fait émerger aux dernières élections, et y compris législatives, des nouvelles figures, des gens qui sont un petit peu représentatifs de la France, mais beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, c'est ce que le Rassemblement national avait fait bien avant eux. Et donc, eux ont pris ce déclic. Ils se disent, il y a un créneau qui existe, il y a une part de marché, et ils se placent dessus. Donc, aux autres de réagir. Jean-Marie Villain. Ce qui est vrai, c'est que c'est bien que dans les familles, il y a encore des discussions politiques. De moins en moins quand même, parce que vu la manière dont elle se termine, nous dit le point, les limites. C'était plus intéressant, justement, on se fâchait un petit peu trop, et donc on parlait plus politique. Donc si on recommence à parler politique, c'est plutôt bon signe. Par contre, c'est vrai que on sait très bien que le discours de Mélenchon, c'est un discours qui est formaté pour les jeunes, formaté pour faire plaisir. Quand on l'entend de toute façon changer d'avis comme de chemise sur maints sujets, quand il parle un jour de laïcité, il y a 20 ans il était le chantre de la laïcité, et maintenant il l'a complètement oublié. Quand il parle le 15 juin qu'il faut absolument interdire les climatisations, et puis que le 3 juillet il commence à dire finalement c'est quand même un scandale que toutes les classes ne soient pas climatisées, il dit ce que les gens ont envie d'entendre, c'est-à-dire c'est la négation de la vraie politique. Il n'y a pas d'idée, il y a seulement des positions en fonction de l'actualité. Je me positionne en fonction de ce que les gens ils ont envie d'entendre, parce que c'est comme ça. De la même façon, il choisit les cibles, que ça soit les jeunes, que ça soit les quartiers, que ça soit n'importe quoi. Il fait de cette façon de la politique très politicienne finalement. 0826 300 300, est-ce que les jeunes qui votent Mélenchon sont déconnectés? Vous avez eu des repas de famille au lieu, vous nous passez un coup de fil ou vous témoignez sur l'antenne de Sud Radio. Véronique Chabourine. Oui. Moi, je pense déjà, je me méfie des généralisations. Je crois qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Il y a quand même en fait des fractures à la fois dans les parcours d'études, les territoires, etc. Donc c'est difficile de généraliser. Après, Jean-Luc Mélenchon, comme
en tant que parti, on va dire, d'extrême, comme aussi le RN, je pense qu'ils incarnent aussi une sorte de révélateur d'inquiétude, en fait, et de baromètre un peu du mécontentement, et notamment chez les jeunes, parce que vous l'avez dit, je crois, quelqu'un l'a dit sur ce plateau, voilà, on est jeune, on a envie de changer le monde, etc. Donc, il a cette espèce de promesse-là, et ça fonctionne. Après, je ne pense pas que dans l'équilibre d'instabilité, ça mène nécessairement au vote. Ça mène généralement aux ventes, et on va poursuivre la conversation avec cette une du Point qui raconte un peu pour rire, mais aussi avec des chiffres, des analyses, comment la jeunesse s'est radicalisée pro-Mélenchon, comment elle a voté majoritairement Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ces jeunes qui votent sont totalement déconnectés parce que c'est pétri de contradictions? Ce sont les plus diplômés, les plus aisés, j'imagine qu'ils utilisent toutes les technologies qu'ils souhaiteraient interdire partout ailleurs. Est-ce que aujourd'hui on assiste, oui, à un vote de génération Mélenchon? Vous êtes parents, vous êtes grands-parents, vous êtes, je sais pas, vous travaillez avec des jeunes, vous êtes totalement déconnectés des discours politique. Venez nous raconter tout ça sur l'antenne de Sud Radio, 0826 300 300. Très courte page de publicité et on vient dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio. 0826 300 300. Vous êtes avec nous, amis auditeurs. Vous avez envie de vous installer autour de la table pour papoter, pour débattre, pour ferrailler. Ça tombe bien. Vous êtes sur la bonne radio Sud. Vous le savez, on parle vrai. On s'intéresse à ces jeunes qui votent Mélenchon. C'est à la une du Point cette semaine. Est-ce qu'ils sont déconnectés, ces jeunes? Est-ce qu'ils sont déconnectés? Parce qu'on s'aperçoit que dans la sociologie, on va dire que ce sont les 18-25 ans. Ils votent à près de 40% Jean-Luc Mélenchon. Mais ce sont les plus aisés. Ce sont les plus diplômés. Ils ont des préoccupations, pas de bobos, mais des préoccupations un peu plus intellectuelles que la fin du mois et le plein d'essence dans la bagnole. C'est l'actualité internationale, c'est l'écologie. Est-ce que aujourd'hui, oui, les jeunes qui votent Jean-Luc Mélenchon sont déconnectés? Autour de la table, on avait déjà un débat avec déjà ce rapport au travail. Moi, j'ai vu que ça faisait un peu débat. Pourquoi? Notamment Philippe Bouriaki, vous n'étiez pas totalement en accord avec ça. Je disais que la nature humaine est feignante de par nature. C'est-à-dire que plus on nous offre la simplicité, plus on va la choisir. C'est humain. C'est vraiment une question de choix quand même. Hein. Écoute, non, c'est une question de choix, vraiment. Quand on apporte le progrès et le modernisme, on y va. C'est l'évolution de l'être humain qui est comme ça. Moi, je suis favorable à la semaine de 4 jours, mais je suis aussi favorable. Moi, j'ai pas envie de prendre ma retraite. J'ai eu un débat récemment. J'ai dit, moi, le jour où je serai à la retraite, je pense que mes jours seront comptés. Pourquoi tu es favorable à la semaine de 4 jours, par exemple? Je suis favorable à la semaine de 4 jours parce que je pense que l'émancipation de l'être humain n'est pas fait que de travail. Il doit aussi créer, être artiste, avoir aussi des loisirs et du plaisir. On n'est pas venu uniquement sur cette planète, le court instant que le Tout-Puissant nous laisse, uniquement dans un tunnel où à côté on peut pas voir les plaisirs de la vie. Bon, ça c'est une certaine philosophie. Mais non, mais faut pas insister. C'est quand même impressionnant d'entendre. Parce que on passerait à la semaine de 4 jours, on ne serait pas intéressé par les plaisirs de la vie. Moi, je suis désolé, je suis pas particulièrement. D'ailleurs, je me suis pas posé la question des 5 jours. Mais en attendant, je suis moi aussi intéressé par les plaisirs de la vie. J'apprécie aussi la culture. J'apprécie le temps que je peux donner à vous travaillez mes enfants. énormément. C'est pas incompatible. Et quand j'ai travaillé énormément. Et pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à travailler parce que ça m'a intéressé. C'est pas incompatible. Sauf qu'il faut du temps. Mélenchon, il y a cet aspect du travail, et il y a aussi beaucoup cette indignation de la situation à Gaza et du conflit israélo-palestinien. Et je trouve que c'est très sélectif. C'est-à-dire que c'est un marqueur fort de leur identité et de l'engagement de la jeunesse, mais on ne parle pas des autres mouvements de guerre. On ne parle pas de la situation au Congo, de la situation au Soudan, où le viol est devenu une arme absolue, quotidienne, frénétique, horrible. Et c'est ce rapport à la situation de Gaza fait qu'on met ce sujet sur fond, pour moi, d'antisémitisme profond. On a vu le sujet de Barbara Bunch. Qui décide d'ailleurs de porter plainte. Et c'est très sélectif. On oublie les autres drames que vivent des autres pays, des autres continents. Et c'est une position vraiment très forte de la part de LFI. C'est ce que je disais tout à l'heure, le marketing et les parts de marché sur une part électorale on va se le dire clairement, parce que moi j'y suis et je peux parler de façon très simple. Moi, je suis de père musulman et de mère juive, je suis franco-algérien, donc personne ne pourra me taxer de racisme ou d'antisémitisme. C'est une cause qu'il faut entendre, la cause palestinienne, et ils ont droit à un État, et la France, je suis très heureux qu'elle ait reconnu. Mais instrumentaliser la cause palestinienne
à des fins électoralistes, c'est complètement dégueulasse. Parce que moi, j'ai pas entendu l'ami de Bachar Assad, monsieur Mélenchon, pleurer sur les 450 000 morts en Syrie. J'ai pas entendu l'ami des dictateurs, monsieur Mélenchon, parler des 150 000 morts au Yémen et des 14 millions de déplacés. J'ai pas entendu les féministes proches de Mélenchon parler de la condition des femmes en Afghanistan. J'ai pas entendu les amis de Mélenchon. Je sais bien. La seule chose qu'il cherche dans les sujets qu'il aborde, ce sont les sujets qui, mathématiquement, vont lui rapporter des voix. Le reste n'a absolument aucune importance. Quand on change d'avis à ce point-là, comme il le fait, ça montre bien que ce qui est important pour lui, c'est le nombre de voix que ça va lui rapporter aux prochaines élections. C'est là où la France Insoumise sont très forts, parce qu'on dit les jeunes sont déconnectés. Je pense qu'ils sont très connectés, mais comme eux s'adressent directement à eux. Vous voyez le temps qu'on passe sur nos smartphones. Trop connectés dans une bulle, c'est-à-dire. Mais ils sont présents sur tous les réseaux sociaux et donc ils parlent de manière impactante. Je pense en fait qu'il faut regarder aussi les usages. Pourquoi, entre guillemets, ils performent aussi bien chez les jeunes? C'est aussi parce que les jeunes sont sur les réseaux sociaux, peut-être davantage que les autres catégories, que Jean-Luc Mélenchon est très actif sur les réseaux sociaux et surtout il tient des discours qui sont très clivants. Donc un discours clivant, il va être beaucoup plus repartagé sur les réseaux, on le sait, et donc va être entre guillemets beaucoup plus pénétrant aussi dans les audiences. Donc je crois qu'il y a aussi tout simplement, et je l'applique aussi pareil sur Jordan Bardella en fait, oui, c'est les mêmes mécanismes. Qu'est-ce que les mêmes mécanismes? Ils se rejoignent de toute façon assez systématiquement, donc de toute façon il n'y a rien de très étonnant. C'est sûr. Transmission. 0826 300 300, on est au téléphone avec vous, Olivier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais merci à vous de nous avoir passé un coup de fil, mon cher Olivier. Vous êtes, je crois que ça fait plusieurs fois qu'on échange, vous êtes plutôt pro-LFI. Est-ce que vous considérez que tous ces jeunes qui votent Mélenchon sont déconnectés, vous, Olivier? Alors moi je suis LFI, puis je suis aussi papa, vous voyez, donc j'ai pas de... Bim, les deux manches parfaites pour notre débat. Et je suis militant LFI et je vois toute cette jeunesse. Alors, vous parlez d'extrême, moi je préfère parler de rupture. Comme vous le dites, les jeunes, oui, ils lisent en fait. Ils sont pas déconnectés. Ils ont, je pense qu'ils adhèrent à un programme en fait, et que le programme, c'est un des rares programmes qui a été chiffré, qui tient la route. C'est dommage, on n'en parle jamais. Caricaturer Mélenchon en l'appelant ami des dictateurs, tout ça. C'est la vérité. Honnêtement, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Il a jamais été ami de Bachar al-Assad, comme vous l'avez dit. Il a intervenu en plus sur plein de sujets, plein d'autres guerres, contrairement à ce que vous dites. Mais bon, c'est pas grave, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est la jeunesse. Moi, je pense que c'est vous qui êtes déconnectés si vous comprenez pas pourquoi cette jeunesse, elle va là-bas. Mais expliquez-nous alors, Olivier, vous, ce que vous voyez quand vous êtes militant LFI au contact de la jeunesse. Vous parlez notamment d'une volonté de rupture. Par exemple, si vous avez 2-3 sujets concrets qu'on comprenne, nous. Bien sûr, il y a déjà il y a la transition, la bifurcation écologique qui est très importante chez les jeunes. Moi, j'entends beaucoup de jeunes, par exemple, qui vous disent nous, on veut pas faire de gamins parce que le monde qu'on leur réserve, ça c'est assez nouveau. Ça c'est pas un truc qu'on entendait chez les jeunesses dans la jeunesse avant. Mais l'idée, c'est de dire, Olivier, que je comprenne bien, c'est pas pour interrompre à chaque fois votre raisonnement, mais c'est-à-dire qu'il y a des jeunes tout d'un coup qui n'auraient pas envie de faire d'enfants, mais en votant Mélenchon, qui auraient à nouveau des envies de faire ce qu'on appelle du réarmement démographique. Je suis pas caricatural comme ça. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a un côté désabusé chez la jeunesse qui ne croit plus à la politique d'hier à juste titre, parce que je suis désolé, après quelques années de Macron, où on nous a vendu le jeune président justement, on voit l'état de la France, on voit la montée de l'extrême droite en France. Les jeunes ont très peur de cette montée de l'extrême droite également. Donc il y a une évolution, elle nous échappe à nous aussi, parce que bon, on a pris un peu de bouteille, on n'est pas toujours... Et Mélenchon a misé sur cette jeunesse. Il faut dire aussi, regardez les députés... regardez les députés de la France Insoumise, il y a beaucoup de jeunes aussi. Donc oui, ils parlent aux jeunes, ils veulent parler aux jeunes, et ils ont surtout un programme. Et surtout, il y a la réussite de ce que vous avez décrit à l'instant, Olivier, la volonté d'incarner quelque chose qui ressemble à une rupture, et ça, c'est peut-être aussi très important à saisir. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil, Olivier, au 0826 300 300. Je vous propose on a bien écouté un militant à LFI, je vous propose qu'on écoute aussi l'autre penchant. Bonjour Lionel. Ah putain, l'autre penchant, Maxime. L'autre penchant, sauf comment tu veux que je te décrive? L'autre penchant, il y a gauche, droite, l'autre penchant, quoi. Je suis pas extrême gauche. Moi, je vais voter Lisnard, si tu veux. À un moment donné, tu me dis, faut l'autre penchant. C'était juste. Mais Lionel, toi, comment tu vois? Ça pique un peu. Dit comme ça pique un peu. Mais c'est le but. Non, mais on a l'habitude d'échanger régulièrement ensemble sur cette antenne. Et tout à l'heure, j'ai forcément eu aussi envie de t'entendre quand on a eu tout ce débat sur la jeunesse qui pourrait voter
voter Mélenchon avec ce rapport très singulier au travail. Toi, comment tu l'observes tout ça? Les jeunes qui votent Mélenchon forcément déconnectés? Non, ils sont pas déconnectés. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça fait depuis une dizaine d'années, 10-15 ans, on voit en fait que les jeunes votent vraiment beaucoup plus pour les extrêmes. Alors c'était déjà mon cas quand j'étais jeune. C'est vrai que quand on est jeune, on aime bien tout le monde et on veut lutter contre le racisme, contre toutes les grandes causes en fait, tu vois. Et puis ça fait sympa parce que c'est quand t'es jeune, t'es un idéaliste. Et puis après, quand tu vieillis, quand t'as une société comme moi, après t'as tendance à basculer à droite parce que vu comment tu te fais crucifier, c'est sûr que ça pique un petit peu. Donc aujourd'hui, on a vraiment un mouvement qui se coupe en deux. C'est-à-dire RN beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui votent RN, et il y a beaucoup de jeunes qui votent LFI. Les discours sont assez clivants, mais en fait, ce qui les emmène généralement dans ces directions-là, c'est toutes les crises qu'ils ont pris dans la tête, Covid, logement, travail. Et en fait, si tu veux, forcément, ils voient que depuis 40 ans, on se paye droite-gauche, et que finalement, on a 3600 milliards de dettes et que c'est quand même compliqué, donc ils se disent, pourquoi pas tester un extrême? Mélenchon, c'est un vrai gourou, il s'est appuyé, donc ils utilisent extrêmement bien les réseaux sociaux en faisant une espèce de blitz médiatique, c'est-à-dire en lâchant les plus grosses conneries possibles pour que ça soit relayé, et ça trouvera toujours un écho quelque part. Donc c'est en fait les jeunes malheureusement sont manipulés au même titre que les immigrés sont manipulés, au même titre que les ouvriers à l'époque étaient manipulés. Et là où tu as raison Lionel en plus, c'est que tout à l'heure même de la part d'Olivier qui était le militant LFI, il a utilisé, ça a beaucoup fait réagir Jean-Marie Villain, il a vraiment utilisé le mot miser sur, c'est-à-dire que c'est même pas le rassemblement d'eux, c'est miser sur parce qu'on sait qu'il y a un gain. Merci beaucoup Lionel de nous avoir passé un coup de fil à très vite. Oui, Thomas, tu disais placement? Non, oui, miser égale placement, c'est de l'opportunisme. Pour moi, c'est une politique purement opportuniste, très sélective sur des sujets d'actualité précis. À nouveau, le conflit israélien. On a quand même entendu le coordinateur de la France Insoumise, le député de Marseille, légitimer l'action de Grenoble en disant que les militants étaient présents pour exprimer une opinion. Et donc l'opinion exprimée, c'est d'empêcher... Qu'on remette dans le contexte, une jeune artiste qui se produisait sur scène, qui a été... exactement. Qui est devenue l'égérie de CNews maintenant, c'est très drôle d'ailleurs. Et cette scène de Libé, France Info, je veux dire... Cette scène de Grenoble, elle est légitimée par la France Insoumise comme une expression libre. Sauf que l'expression libre, elle vise quand même à empêcher une artiste juive de se produire sous prétexte qu'elle a soutenu des positions ah oui, c'est sûr. Mais que beaucoup, c'est ce qui pose aussi la liberté d'expression, et on le voit à travers de plus en plus d'enquêtes, il y a de plus en plus de jeunes qui ne supportent pas certaines critiques. La liberté d'expression, c'est visiblement aussi un concept qu'on va devoir redessiner dans les prochains mois et les prochaines années. On clôture, messieurs, dames, ce premier sujet. Je vous propose qu'on avance dans l'actualité avec cette interview qui a été publiée hier après-midi, qui a fait beaucoup de bruit dans les médias, dans le cercle politique. C'est l'ancien conseiller, le très proche conseiller de Gabriel Attal, qui s'appelle Louis Jubelin, qui assume avoir pris de la cocaïne. Je cite la phrase: j'en me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière. Est-ce que c'est choquant quand on voit notamment ce contexte de la DZ Mafia, ce qui s'est passé par exemple à Alès avec son maire, quand on voit aussi ce qui s'est passé dans les ministères avec les tests un peu impromptus signés Sébastien Lecornu pour dégager ceux qui étaient positifs à ces tests-là. Est-ce que c'est choquant? 0826 300 300, à tout de suite. 0826 300 300, vous êtes bien sur Sud Radio, on parle vrai, on met tout sur la table et vous participez à la discussion avant de revenir sur le débat qui va nous intéresser dans la prochaine demi-heure, à savoir cet ancien conseiller proche de Gabriel Attal, qui confie avoir pris de la cocaïne, qui plus est, on va dire avec des expressions qui ne traduisent pas une grande sobriété non plus dans la manière et de l'annoncer et dans le quotidien. Je me dézinguais à m'en faire péter la couscoussière. Est-ce que c'est choquant? Qui plus est dans le contexte que nous connaissons. 0826 300 300. Mais au vu de l'actualité, alors qu'il est 11h05 sur Sud Radio, l'importance avec vous, Antoine Dizy, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. De faire un point sur la situation, où on en est. Le feu ne progresse toujours pas à grande vitesse pour le moment, mais le risque reste toujours très élevé, notamment ce début d'après-midi. Depuis hier, en fin de journée, 2400 hectares ont déjà brûlé. Un incendie fulgurant, sa superficie a été multipliée par 6 en moins de 3 heures, attisé par un massif landais composé d'arbres très denses. Les flammes avec des zones non brûlées ou des départs de feu sont constatés par les pompiers. Par précaution, les autorités ont ordonné hier l'évacuation de 7 campings, entraînant le déplacement de 12 000 personnes. Plus de 700 pompiers sont actuellement mobilisés sur 30 km
km pour tenter de maîtriser l'incendie. À ce stade, aucune maison brûlée ni victime n'est recensée. Le trafic ferroviaire n'est pas perturbé pour le moment, mais les autorités soulignent néanmoins que la situation reste très défavorable. Merci beaucoup Antoine Dizier, on vous retrouve d'ailleurs toutes les demi-heures pour faire un point sur la situation, et je rappelle midi, 13h au vu de cette actualité, vos témoignages, les experts sur la situation, la rédaction mobilisée, et vous, bien sûr, auditeurs, vous êtes dans un camping, vous êtes en train d'évacuer, vous êtes dans cette région, je sais pas, vous êtes pompier, vous nous appelez 0826 300 300, vous avez également bien sûr le site sudradio.fr, l'application, ainsi que les réseaux sociaux. Il est 11h06 sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Après le suivi de l'actualité, poursuite de nos discussions et de nos débats avec autour de la table Jean-Marie Villain, Thomas Exelhauser, Philippe Bouriaki et Véronique Chabourine. On a débattu à l'instant de ce qui se passe avec les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'est la une du Point, dossier amusant, je vous le recommande. On va s'intéresser à un autre article désormais qui est dans un journal, Vanity Fair. Alors, un article, interview sous forme de portrait. Vous savez, c'est les plumes dont on ne sait jamais très bien d'ailleurs comment les qualifier. Et il évoque cet article, un ancien conseiller de Gabriel Attal qui s'appelle Louis Jubelin, qui assume avoir pris de la cocaïne. Alors il y a toute une série de choses dont je vous fais volontiers abstraction durant cet article, mais son rapport à la cocaïne a évidemment choqué hier la classe politique, la classe médiatique, avec énormément de réactions. Il y a notamment ce passage, tout remonte à l'automne 2022, Gabriel Attal est alors ministre chargé des comptes publics et Jubelin, ce fameux conseiller, donc mène déjà une vie à 100 à l'heure. C'est à cette période, dit-il dans l'article, qu'il commence à consommer, et là je cite, de la cocaïne, je me désinguais à m'en faire péter la couscoussière. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça vous interpelle? 0826 300 300. Autour de la table, on a discuté un peu déjà en coulisses de cet article, on a partagé. Tiens, je me tourne vers vous pour commencer, Véronique Chabourine, vous qui êtes analyste stratégique. Comment vous avez, on va dire, d'un point de vue froid, d'un point de vue professionnel d'abord, reçu ce que vous avez lu? Oui, c'est choquant déjà, évidemment, puisqu'on parle d'un ancien collaborateur qui travaillait donc auprès de Gabriel Attal, en tout cas dans les faits qu'il relate. Donc évidemment c'est choquant. Ensuite, c'est un sujet, il en fait un sujet public, mais c'est un sujet personnel avant tout. Je pense qu'il faut, les sujets sous-jacents, sous cela, ça peut être aussi une addiction à la cocaïne. Donc il faut pas minimiser. Ensuite, il y a le sujet de dire voilà, il faut pas tomber dans deux écueils qui seraient de banaliser la consommation de cocaïne ou d'en faire un témoignage qui vient en fait remettre en cause tout un gouvernement. Donc je pense qu'il faut essayer d'avoir un avis assez modéré sur cette polémique en fait. Mais là où vous avez raison, c'est que quand beaucoup vont tomber sur cet article, vont lire cet article ou même seulement sur des extraits, ils vont dire ah ben voilà, de toute façon on le savait, ils sont tous drogués, là, la Macronie, tout ça c'est que comme ça, c'est de la cocaïne et c'est n'importe quoi. Thomas? Sur cette enquête, interview, témoignage de Louis Jubelin dans Vanity Fair, ça me pose beaucoup de questions parce qu'il est question d'une vidéo. Et de ce qu'il apparaît, de ce que l'on a pu me dire, il serait question d'une vidéo qui aurait été envoyée à beaucoup de rédactions, que beaucoup de journalistes auraient eu accès à cette vidéo. Et c'est une forme de chantage quasiment qui a pu être faite. Et je me demande qui est la cible finale, qui a commandité cet envoi de vidéo aux rédactions. Est-ce qu'il ne fait pas justement cette interview pour devancer la publication de cette vidéo? Lui, c'est ce qu'il dit. Il a même envoyé lui-même, c'est ce que nous raconte l'article, un SMS à Vanity Fair en disant voilà, cette vidéo, je veux en parler. Je m'interroge beaucoup et je me demande même s'il faudrait pas que le parquet se saisisse, parce que pour moi on s'apparente à une histoire de chantage, un chantage sur une personne des médias et de la communication de premier plan qui a encadré beaucoup de dirigeants, qui a accompagné jusqu'à Matignon et Gabriel Attal, et je trouve ça extrêmement curieux de savoir qui est vraiment la cible. Est-ce que c'est ce monsieur, est-ce que c'est Gabriel Attal derrière ou d'autres entourages, d'autres personnes? Et je pense qu'il y a nécessité d'une enquête. Clairement. Seulement, ça vous analysez, c'est vrai, ce qui pourrait se passer en coulisses. Le fait est qu'on apprend que des conseillers, qui plus est au plus haut sommet de l'État, prenaient de la cocaïne. Ça, qu'est-ce que ça vous, Thomas, comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que vous êtes beaucoup plus désabusé en expliquant en réalité que tout ça, ça doit exister, ça a toujours existé dans l'élite, je le mets entre guillemets? Mais la drogue n'est plus une question d'élite. Moi, dans mon canton, dans ma circonscription très rurale, la gendarmerie nationale me relate des consommations qu'on ne peut même pas soupçonner. Ils sont pas conseillers de ministre. Ils sont pas conseillers de ministre, mais ce que je veux dire, c'est que la drogue maintenant, elle n'est pas réservée aux élites, elle n'est pas un sujet parisien. Mais j'ai l'impression que ça vous marque pas. C'est pour ça que vous prenez ça avec une sorte parce que on en a tellement parlé des tests qui ont été faits dans les cabinets ministériels du Premier ministre qui révèlent que des tests ont été positifs et que des gens
déjà ont été écartés, que moi ça ne m'étonne plus, parce que j'ai l'impression que c'est devenu un quotidien d'avoir cette dépendance, et ce sport national, il entretient les trafics. Je pense pas qu'on puisse penser ça, quand même. Il entretient les trafics, il entretient la consommation, entretient les trafics, entretient les trafics. Véronique. Je pense pas qu'on puisse dire que ça devient un sport national et que c'est complètement normal et que ça choque presque plus personne. Je crois que là c'est très choquant, parce qu'on a quand même un débat aujourd'hui qui s'articule sur la lutte notamment contre la DZ Mafia. On a vu l'exemple de cet élu qui a été exfiltré de chez lui. Et d'ailleurs, j'ai une pensée de compassion pour lui et sa famille, parce que c'est affreux d'exercer ses fonctions dans ces conditions. Je crois qu'il ne faut pas minimiser ce débat et dire que c'est devenu la norme. Ou alors là, c'est vraiment, on va vraiment à la fin. Thomas, je ne veux pas déformer ses propos. On a cette sensation tout d'un coup en disant que bon, c'était, je sais pas, Jean-Marie Villain. Alors sur la première partie de Thomas, moi je souscris complètement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se monter sur. Oui. En coulisses, c'est peut-être pour monter Gabriel Attal. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est tellement grossier que ça paraît comme ça. Sur le reste, non, effectivement, moi je pense qu'il ne faut surtout pas minimiser, il faut pas le généraliser, et surtout se dire, continuer de se dire, oui, la drogue c'est de la merde. Quoi qu'on puisse en penser, c'est comme ça. Il faudra continuer de se battre pour. D'ailleurs, Philippe parlait tout à l'heure d'une vidéo lunaire de la DZ Mafia sur l'histoire d'Alès. C'est une catastrophe. Moi, c'est pas lunaire. C'est que ce sont tout simplement des assassins qui essayent de se faire une virginité sur un pseudo groupe qui ne serait pas exactement leur, qui aurait outrepassé leur fonction. Non, ce sont des gens qui ne respectent plus rien et qui, sous prétexte justement de faire leur petit trafic pourri, continuent justement de menacer en permanence, que ça soit des élus ou que ça soit des familles dans les quartiers, parce que quand on se sert des familles pour servir de mule, c'est exactement pareil. Non, ça reste choquant, mais de la même façon que c'est choquant quand il y a du dopage dans du sport, que c'est choquant quand on vend de la drogue à des gamins. Simplement, pour les habituer. Je suis d'accord pour le sport. Jean-Marie, je suis d'accord pour le sport. Maintenant, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Ça fait 2-3 ans qu'ils entendent que le sujet du narcotrafic devienne un sujet. Il y a eu des phrases chocs, des campagnes, des lois. Et là, ils s'aperçoivent qu'un des plus proches conseillers de Gabriel Attal, depuis le début qu'il appartient à la Macronie jusqu'à Matignon, avec visiblement des vidéos où dans les ministères, il y avait d'autres fonctions de travailler. Je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent, où ça dégoûte, où ça choque, où ça vous fait rentrer dans des mécanismes de pensée délirants. On va revenir au premier sujet. Ça ne fait que le jeu de tous ceux qui justement s'amusent à mettre en avant ces Après, l'avantage avec les LFI, c'est qu'ils ont des députés aussi qui prennent de la drogue. Donc sur ça, il y a plein de réunions. Et qui l'achètent aussi. Et qui l'achètent avec l'argent de l'Assemblée nationale. Voilà. Oui, là, Louis Jubelin, il était aussi un peu payé par nos impôts. Donc Philippe Bourriaki. Non, ce que ça révèle, moi, je ne vais pas parler de l'homme, puisque visiblement il a une histoire qui est chaotique, difficile, comme beaucoup de nos compatriotes. Et lorsque on est en dépression chronique, souvent on a recours à des substances ou à des choses qui peuvent, pendant un instant, nous faire oublier tout ça. Et puis, non, ça le fait réellement. Ça le fait. Je le dis puisque moi, je peux en parler sans problème. Pendant de longues années, j'ai consommé du cannabis et je peux t'assurer que quand je fumais, et je le dis, c'est très mauvais parce que je me suis réveillé un matin avec la mâchoire serrée, je m'étais couché avec la mâchoire serrée et je me dis non, c'est pas possible, je ne peux plus être dépendant de quelque chose, parce que c'est vrai que quand j'étais sous cannabis, j'étais très calme, et dès que je n'avais plus de cannabis, j'étais très agité, mais vraiment très agité. Donc je suis pas là en disant de la compassion, je dis que lorsqu'on est dans un état ou de surmenage, parce qu'on demande beaucoup, faut voir comment les collaborateurs ou les conseillers sont traités, on leur demande d'être disponibles 24 heures sur 24, etc. Mais après, vous savez aussi, j'entends tous vos arguments, mais je me mets aussi à la place de ceux qui nous écoutent, et je connais aussi, et on connaît tous beaucoup de conseillers qui travaillent comme des chiens et qui pour autant à côté ne prennent pas de drogue, ne cèdent pas de substances, et c'est assez insupportable. J'imagine aussi, par exemple, je sais pas, des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui travaillent sur les chantiers actuellement qui font des trucs dingues, et eux ne prennent pas de drogue ou quoi que ce soit. Je dis qu'il y a des esprits qui peuvent être très forts, et tant mieux pour eux, et ça serait bien que ce soit une généralité, et d'autres qui peuvent avoir une fragilité, qui prennent un palliatif, soit des médicaments, soit d'autres qui se refusent dans l'alcool, d'autres dans le chocolat, d'autres dans le tabac. Enfin, mais c'est mieux le chocolat, de toute façon. Évidemment, ça peut avoir des conséquences négatives sur la santé, mais ce que je veux dire, c'est que ce que ça reflète, c'est que toutes les couches de la société, parce que quand on parle de drogue, en général, on parle que des quartiers populaires, et on oublie le showbiz, on oublie la télé,
Non, oui, non, de moins en moins, parce que là, c'est un cas d'école, mais on se rappellera de plusieurs animateurs qui sont retrouvés, et plusieurs artistes. Johnny, il disait, je suis obligé de me défoncer H24, sinon ça va pas. Ce que ça révèle, c'est le reflet de la société, qui est pas bien, qui est très mal, et donc, tu l'as dit, et à juste titre, derrière, ça favorise les trafics, donc les narcotrafiquants, et derrière, des morts. Donc nous sommes tous responsables de ça. Je ne essaie pas de culpabiliser qui que ce soit, mais il faut trouver une solution pour les accompagner, les aider. Moi, c'est juste une question de volonté. En me levant un matin, en me disant non, ça c'est plus possible. 0826 300 300, un ancien conseiller Gabriel Attal qui assume dans une interview à un journal avoir pris de la cocaïne, qui plus est dans des termes un peu interpellants. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça vous fait réagir d'une certaine manière? Est-ce que ça peut aussi vous dégoûter avec des réactions qu'on peut totalement entendre et comprendre? Venez nous raconter tout ça sur l'antenne de Sud Radio. 0800. C'est votre radio, vous vous installez autour de la table, vous avez votre téléphone, les réseaux sociaux, le site internet, vous vous invitez autour de la discussion, vous participez et vous nous passez des coups de fil aussi, bien sûr, au 0826 300 300. On s'interroge sur cet ancien conseiller de Gabriel Attal qui assume avoir pris de la cocaïne. Est-ce que c'est choquant? Est-ce que ça interpelle? Est-ce qu'on doit le mettre d'une certaine manière un peu sur le côté de la table? Parce qu'après tout, c'est aussi une histoire derrière, sans doute des traumatismes, et le fait qu'il ait été conseiller, il aurait très bien pu être bouché, peut-être qu'il aurait fait la même chose, ou au contraire, le fait qu'il ait été conseiller, qui plus est du Premier ministre, Gabriel Attal, et pas que. Est-ce que ça doit nous interpeller davantage? 0826 300 300. Laurent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, mon cher Laurent. Comment vous regardez, vous, le débat qui nous anime depuis un peu plus de 10 minutes? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous interpelle? Comment vous regardez ça, vous? Moi, vous savez, vu mon grand âge, c'est 58 ans. Avec ça va, Laurent, vous êtes jeune autour de la table, là, presque. Vous êtes plus jeune que Jean-Marie, qui est à côté de moi. Je chambre pas, hein, non, mais je disais ça comme ça pour alléger un peu l'ambiance. Mais sincèrement, moi, il n'y a plus rien qui me surprend de nos jours. Moi, le seul truc qui, moi, me dérange, c'est que quand même ces gens-là travaillent auprès des décideurs de nos politiques. Ouais. Comment est-ce que vous voulez éradiquer un jour ce phénomène qui est la drogue et tous les problèmes qui en découlent dans les cités, etc. Voilà. Moi, excusez-moi de la comparaison, mais mettez un pédophile à la tête d'une colonie de vacances et c'est pareil. Hein. Je veux dire, en plus, visiblement, ces derniers temps, on a découvert que ça existait, donc c'est ça qui est bien. Oui, et ce qui est, oui, en plus. Donc, il y a encore quelques mois, ça aurait pu nous faire sourire parce qu'on dirait, on sait très bien que ça n'existe pas. Bon, maintenant qu'on sait que oui. Ça fait plus sourire. Moi, je vais vous dire sincèrement, moi, par contre, ce qui m'interpelle, c'est comment et avec quel argent il a acheté cette drogue. Parce que si c'est avec l'enveloppe parlementaire ou le salaire, c'est des fonctionnaires, donc c'est des gens qu'on paye avec nos impôts. Donc, dans ces cas-là, permettez-moi de dire que l'argent public est très mal utilisé. Voilà. Moi, vous parliez tout à l'heure des métiers. Moi, je suis conducteur routier. Je suis pas en train de me plaindre. Ça fait 38 ans que je fais ce métier-là. Je fais entre 3500 et 3600 km par semaine. J'ai une pression, j'ai plein de pression des clients, des chargeurs, etc. Ah oui. C'est pas toujours ça. Je suis pas en train de me plaindre, mais je prends pas de coque. Je veux dire, si à un moment donné, dans votre vie, vous n'êtes pas foutu de travailler, de faire de votre job normalement, vous changez de boulot, hein, je suis désolé. Hein. Oui, c'est ça. Et puis surtout, peut-être pas de relativisme, hein. C'est ça que vous dénoncez aussi, Laurent, c'est ça? Faut arrêter, hein. Ces mecs, ils travaillent dans des beaux ministères, il y a la clim, il y a tout ce qu'il faut, voiture, escorte, tout team. Nous, en bas, on se démouille, quoi. Hein. Et on prend pas de coque, hein. Laurent, voilà, je peux vous poser une question, c'est Philippe Bouriac, pareil. Oui, allez-y, je vous en prie, Philippe. Vous vous rappelez que pendant de longues années, il y avait un focus qui était fait malheureusement sur vos confrères, sur les problèmes d'addiction à l'alcool. Puisque surtout, lorsque vous allez dans certains restaurants routiers, il y avait l'alcool à profusion, à volonté, etc. Est-ce que, pour autant, il faut considérer que parce que j'achète une boîte de conserve, donc on paye un transporteur, donc j'encourage les gens à boire de l'alcool? C'est un peu réducteur. Je comprends votre mécontentement et votre agacement, surtout avec les impôts. Mais moi, ce que je vois, c'est un problème de santé publique. Vous avez quelqu'un qui a une addiction à l'alcool, à la drogue, à d'autres choses. Est-ce que pour autant, il faut le mettre sur le banc de la société? Non, je crois qu'il faut l'aider à se rétablir et à sortir de cette drogue.
Et cette addiction. Sur le principe, je suis d'accord avec vous, mais je vais vous dire un truc. Il en va de la responsabilité de chacun. Moi, dans les restos routiers, j'étais encore hier soir, effectivement, il y a de l'alcool, etc. Quand vous savez que vous partez 9 heures après, vous êtes un grand garçon. Moi, ça fait 39 ans que je fais ce métier-là. Vous savez très bien que le taux d'alcool, pour parler de ça, baisse de 0,15 grammes au bout d'une heure, etc. Donc, vous faites votre calcul. Ou si vous devez prendre le volant derrière, mais vous buvez pas. C'est juste une question de responsabilité. Oui. Mais ces gens-là, moi, je vous dis, alors je dis pas qu'il faut les comprendre quand on a une addiction, etc. Mais à un moment donné, ça fait tâche, quoi. Franchement, à un moment donné, ça fait tâche. Je pense que c'est peut-être l'expression qui résume parfaitement ce qu'on est en train de dire. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Le débat que l'on a, savoir si on est choqué que ce conseiller révèle avoir pris, ça veut bien dire qu'il n'est pas le seul et qu'il doit y en avoir certainement beaucoup d'autres. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on est face à un débat, un enjeu national de consommation qui désormais est dans toutes les couches de la société. Ça n'est pas une élite qui se sniffe, qui se drogue. Je vous le dis, de vécu de terrain en tant que maire, en tant que conseiller départemental, de dialogue, de travail avec les gendarmes. C'est dans tous les quartiers, dans tous les départements de France, dans toutes les campagnes que les Français, une partie des Français, plusieurs centaines de milliers, voire peut-être même le Premier ministre a évoqué plus d'1 million de consommateurs. On est face à un débat de santé publique. 68 millions, 69 millions. Donc bon, 1 million, c'est énorme. Ah, oui. Mais le fait qu'il y ait 1 million, c'est certainement une réalité dramatique. Qu'il faille aider les gens, bien sûr, Philippe, c'est une évidence. Qu'il faut se débrouiller pour les soigner, c'est une évidence. Il faut surtout se débrouiller pour trouver des solutions. Et moi, je les ai pas encore trouvées pour stopper et endiguer cette façon cette économie parallèle qui rapporte beaucoup d'argent à très peu de gens finalement quand même. C'est toujours comme ça. Il faut absolument. Mais on parlait de chauffeurs routiers qui sont hyper contrôlés, puisqu'ils ont aussi des contrôles d'alcoolémie au-delà des contrôles de vitesse, etc. Je crois que le Premier ministre a lancé ces contrôles. Je pense que c'est déjà une bonne chose. Par contre, il faut absolument on parle souvent de fermeté en matière de justice. Il faut aussi qu'on trouve des moyens pour arrêter ces gens, ou que de trouver une solution pour les emmener vers des cures de désintoxication, des solutions en matière de santé pour ne pas accepter. Mais par contre, c'est un minimum déjà de ne pas laisser ces gens travailler. Véronique Chaboury. Oui, je crois que ce témoignage a rappelé quelque chose d'intéressant. C'était vraiment le côté responsabilité professionnelle dans l'exercice de sa profession. Et je crois que évidemment, ce qu'on attend d'un conseiller qui travaille au sommet de l'État, c'est d'avoir la même responsabilité lorsqu'il exerce ses fonctions. Parce qu'on sait très bien qu'un employé dans le secteur privé qui demain prend de la cocaïne et se fait prendre va être licencié. Donc en fait on veut qu'il y ait le même traitement, et je crois que c'est ce que ce monsieur passait comme message, et c'est intéressant de l'avoir en tête. Oui, Laurent l'a dit, et puis en plus de la responsabilité qu'il a très bien décrite. Bon, alors il y a toujours la théorie que oui, l'alcool on le maîtrise mieux, on sait que ça s'évacue comme ci, comme ça, donc faut toujours être vigilant parce que ça se passe jamais vraiment comme ça dans la vraie vie. Il y a aussi l'autre fait, vous parliez de responsabilité, c'est peut-être aussi là l'exemplarité. Peut-être qu'on l'aurait non pas mieux toléré, mais un peu plus accepté, mais en plus il y a la manière d'utiliser les médias pour le raconter, c'est-à-dire je sais pas, quelqu'un qui est tombé dans une addiction réelle à un moment, qui travaille ailleurs, n'a pas pu utiliser un portrait dans Vanity Fair pour essayer de se refaire la pilule. Ouais, mais le problème, c'est que ces gens peuvent parfois participer de décisions qui sont extrêmement importantes et qui vont nous concerner tous. En plus. Ils vont nous concerner tous. Je ne sais pas à quel degré il avait la capacité au moment de son travail avec Gabriel Attal ou avec d'autres. Donc il a cette responsabilité. Donc on a un devoir d'exemplarité, comme tous les élus ont un devoir d'exemplarité, parce qu'on se doit vis-à-vis de nos concitoyens. Quand quelqu'un chez nous vient nous demander de faire une véranda qu'il n'a pas le droit de faire, le moins qu'on puisse faire, c'est ne pas faire la même soi-même dans son pavillon. Ça c'est sûr. Sur la drogue, on parle de responsabilité des consommateurs à consommer moins, mais pour moi c'est dans les deux sens. D'un côté il y a les consommateurs qui achètent, mais de l'autre côté il y a le robinet qui fournit.
et le robinet qui fournit. On sait très bien quels sont les pays producteurs. Ça, on le sait, au Maghreb notamment. Et aujourd'hui, la loi narcotrafic, elle n'est pas allée suffisamment loin. Il y a des blocages, notamment sur les messageries cryptées, qui sont devenus aujourd'hui l'Eldorado des trafiquants. C'est à la fois pour le ravitaillement, pour la vente. On parle des Uber Sheet, etc. Tout ça se fait maintenant librement sur messagerie cryptée et totalement de manière avec toute impunité. Et je veux dire que nous devons nous saisir encore plus fortement et faire de cette lutte sur la consommation et le narcotrafic une cause nationale majeure avec des moyens décuplés, des moyens militaires, des moyens presque liberticides à l'endroit des trafiquants. Parce qu'à un moment donné, c'est un sujet de santé publique et on ne pourra plus traiter les toxicos. Et en fonction de toute façon comment cette histoire est sortie, quelles ont été les raisons qui ont pu le pousser à, je pense que de toute façon c'est quelque chose qu'on aura un peu toujours en décor jusqu'à la campagne présidentielle. 0826 300 300, dernier sujet de conversation, vous parliez d'effets liberticides, mon cher Thomas. Eh bien, il y a une ministre notamment qui s'appelle Aurore Berger, qui a eu une petite phrase liberticide. En tout cas, c'est ce que considèrent beaucoup de personnes. Elle a dit: heureusement que ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État. Ah bon, ce qui se passe à l'intérieur du domicile regarde l'État. Doit-on surveiller si l'État n'est pas sous notre lit quand on s'apprête à dormir? 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. L'actualité s'accélère aussi sur Sud Radio. Dans quelques instants, il y aura une conférence importante, justement, le préfet, notamment du Var et de la Gironde, qui fera un point sur la situation. Vous pourrez la suivre en direct sur Sud Radio. Ce sera d'ici une dizaine de minutes. On va donc arranger l'émission de débat pour cela. D'habitude, on va parler d'Aurore Berger. Vous savez quoi, le débat, on le fera demain, parce qu'en plus, il y avait non pas quelques réticences, mais il y avait un manque d'emballement sur le sujet. Tant pis pour vous. On fera donc le sujet demain. On va s'intéresser donc à vos coups de cœur et vos coups de gueule. C'est comme d'habitude, chacun un avis, une opinion, une intention à louer ou à critiquer. Juste avant ça, simplement, alors qu'il est 11h32, le point sur la situation avec vous, Antoine Dizy. Bonjour Maxime. Alors le feu continue d'avancer petit à petit pour le moment en Gironde, où le risque reste toujours très élevé avec un vent qui se lève en ce début d'après-midi. Depuis hier, en fin de journée, 2400 hectares ont déjà brûlé. Par précaution, les autorités ont ordonné l'évacuation de 12 000 personnes. Plus de 700 pompiers sont actuellement mobilisés sur 30 km pour tenter de maîtriser l'incendie. À ce stade, aucune victime n'est recensée, mais la situation reste très défavorable d'après les autorités. Dans le Var, le feu a parcouru plus de 2500 hectares et n'est toujours pas fixé. Les habitants évacués ont été autorisés à rejoindre leur habitation, notamment afin d'être en mesure de constater les éventuels dégâts, annonce la préfecture ce matin. Les conditions météorologiques de ce jour n'étant pas favorables, la vigilance reste de mise. Les habitants doivent rester attentifs aux messages délivrés et rejoindre sans délai, à la demande des autorités, les centres de regroupement qui restent ouverts. Et dans quelques minutes, vous pourrez suivre en direct sur Sud Radio aussi le point presse avec la préfète de la région de Gironde qui va nous tenir au courant, nous donner les informations et toutes les dernières informations avec, je le rappelle, entre midi et 13h, une antenne largement dédiée à cette actualité avec vous, peut-être déjà mobilisé, vous, amis auditeurs qui êtes sur le terrain, évacuation d'un camping, mobilisé d'une certaine manière, en train de partir en vacances, vous êtes spectateur de quelque chose, vous habitez dans le coin, vous nous passez un coup de fil au 0826 300 300. Les coups de cœur, les coups de gueule. Tiens, je vais commencer par Philippe, puisque c'est dans le contexte justement plutôt un coup de cœur. Complètement. Chaque année, malheureusement, je suis obligé de faire ce coup de cœur. C'est incroyable, la contradiction, mais c'est merci. Merci à ces hommes et ces femmes dont la devise est sauver et périr, et ils nous l'ont encore montré. Nous sommes déjà à 3 anges gardiens qui sont partis. Je pense à nos pompiers, nos soldats du feu qui luttent contre ces feux qui détruisent notre patrimoine, qui détruisent nos poumons verts, qui détruisent nos biens et qui, des fois, pour l'instant on touche du bois, il n'y a pas eu de morts à recenser. Mais il y a aussi des animaux et ça on les oublie. Il y a des drames, ces femmes et ces hommes qui perdent tout. Je pense, moi, j'étais à côté de Perpignan quand les premiers feux ont démarré cette année. J'étais à Toreil plage, et à côté à Sainte-Marie, des gens qui ont dû évacuer leur camping, qui ont tout perdu, qui sont retrouvés en slip de bain sur la plage. Je pense aux autres vacanciers qui devaient venir et dont leurs congés ont été annulés, des gens, des femmes et des familles qui se sont sacrifiées toute l'année. Je pense aussi aux gens qui vivent là.
aux commerçants. Je pense aussi à nos gendarmes, à nos policiers municipaux, aux maires de toutes ces communes qui étaient en première ligne et qui étaient et c'était fort de voir que c'était les derniers à quitter leur village, leur ville, parce qu'ils avaient la sécurité de leurs concitoyens. Je pense à ces pilotes de Canadair, je pense vraiment à ces agriculteurs qu'on a vus aller charger leurs citernes pour aller ravitailler le pompier. Je pense à toute cette solidarité nationale et à un moment donné, je voudrais vraiment que celles et ceux qui se sont fait attraper, c'est souvent ceux qui se sont fait attraper, qui ont déclenché ces feux. Ils peuvent plus s'en tirer avec du sursis. Ils peuvent plus s'en tirer avec une petite tape sur la main. Même y compris ceux qui ont jeté leur mégot par la fenêtre ou ceux qui ont fait un barbecue. On le sait que dans ces périodes de sécheresse, on ne fume pas au bord de la route. On ne fait pas de barbecue. Même si c'est involontaire, je l'entends, mais ça, il faut l'enlever. Il faut que les sanctions soient exemplaires et que ça dissuade les futurs. Parce que c'est plus possible. On peut plus perdre nos anges gardiens. On peut plus voir ces hommes épuisés. Et je voudrais dire un grand merci à la solidarité internationale. Parce que voyez-vous, moi j'ai rencontré des pompiers roumains qui étaient venus en renfort et qui étaient là pour 3 semaines. Et donc il y a une autre brigade qui est venue. Je voudrais remercier tous les SDIS qui sont venus sur la région parisienne. Enfin, ces femmes et ces hommes, ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas leurs jours, ils se plaignent jamais, on les entend pas, et ils devraient tous avoir la Légion d'honneur. Ça, c'était le coup de cœur et l'hommage de Philippe Bouriaki. Je me tourne vers vous désormais, Thomas. Coup de cœur ou coup de gueule ce matin ? C'est un coup de cœur. Coup de cœur hommage pour un dernier résistant français qui est décédé ces jours-ci, Jean Berthaud, qui allait avoir 103 ans et qui était le dernier survivant du Maquis-sur-Couffe, qui est un foyer de résistance dans mon département, dans mon canton de l'Eure, autour de Saint-Étienne-l'Allier. Il était chevalier de la Légion d'honneur. C'était un homme que je n'ai pas connu puisqu'il habitait en Bretagne sur la fin de sa vie, mais qui a fait partie d'un des foyers de résistance les plus forts de Normandie, du nord-ouest de la France, qui de 20 hommes est passé jusqu'à 250 hommes et qui ont grandement participé à la libération de la Normandie. Et donc je voudrais avoir un mot pour ce grand résistant qui aurait été très heureux de fêter ses 103 ans, et tous les membres de ce maquis. Et c'est un récit qui nous manque dans notre imaginaire national, ce Maquis-sur-Couffe. J'essaye de porter la voix de ces résistants, de faire en sorte que ce combat puisse être porté, et rendre hommage aussi au fondateur, Robert Leblanc. Et donc une pensée à toute sa famille et tous les descendants de ces grands héros de notre histoire et notre récit. Vous parliez parfois d'un imaginaire ou d'une histoire qui n'est pas suffisamment racontée. C'est peut-être l'occasion dans cette période de forte chaleur d'aller au cinéma, de voir le film sur De Gaulle, si on veut justement, notamment la deuxième partie qui s'intéresse énormément à tous ces foyers de résistance et au travail assez extraordinaire de celui qui se faisait surnommer Rex, mais qui s'appelait en réalité Jean Moulin. C'est quand même grâce à lui qu'on a coordonné toute cette résistance partout sur le territoire. Merci beaucoup, mon cher Thomas, pour ce coup de cœur et cet hommage. Jean-Marie, vous, un coup de gueule. C'était d'ailleurs la raison de notre appel la semaine dernière. Un coup de gueule d'une actualité judiciaire qui s'est remise en marche et à laquelle vous aviez assisté au tout début. C'est vrai, c'est un coup de gueule sur la libération de ces deux... je ne sais même plus comment les qualifier. Je ne sais pas si je dois dire voyous, assassins, meurtriers, deux qui étaient effectivement mineurs au moment des faits, qui ont roué de coups jusqu'à temps qu'ils soient gisants et qu'ils meurent. Chemseddine, ce jeune de Viry-Châtillon. Et puis, comme la justice n'est pas capable de faire son travail rapidement, et bien du coup, au bout de 2 ans, ces jeunes, vu la législation, sont libérés. Se retrouvent dehors. Alors effectivement, ils se retrouvent dehors. Ils sont soi-disant interdits de séjour à Viry-Châtillon, mais ça les empêche pas de tourner un film Place François Mitterrand. Donc ça, déjà, ça devrait inciter la justice à aller les récupérer pour leur faire un petit séjour derrière les barreaux. Moi, ça me met hors de moi quand j'entends encore la maman de Chemseddine il y a moins de 10 jours, avec qui je suis allé au ministère de chez M. Darmanin, au ministère de la Justice. Elle, non seulement elle comprend pas, mais elle est traumatisée. Elle était déjà traumatisée. Et à chaque fois qu'on lui fait ce genre de déclaration, ou qu'à chaque fois qu'on lui annonce ce genre d'information, elle a l'impression que son fils il est assassiné une nouvelle fois. Et j'aimerais bien que au moment où on va prendre où le jugement aura lieu,
on est encore dans la mémoire tout ce qu'elle aura vécu. Je rappelle une chose qui est quand même plus que scandaleuse, c'est que ils étaient 4, 2 ont été quasiment blanchis, pour ne pas dire autre chose, alors que ils ont tous assisté. Aucun n'a appelé la police, aucun n'a appelé les pompiers, aucun n'a essayé de le sauver. C'est de la non-assistance à personne en danger. Et pourtant, le parquet n'a pas souhaité les poursuivre. Je trouve ça scandaleux. Coup de gueule de Jean-Marie Villain, qui, il faut le dire, était ancien maire de Viry-Châtillon. Donc, au moment des faits, et on comprend à quel point cela puisse traumatiser. On termine par la voix féminine avec vous, Véronique Chabourine. Coup de cœur ou coup de gueule ce matin ? Coup de gueule. Coup de gueule. Et donc, vous parliez de la justice. Moi aussi, je vais parler de la justice, mais surtout de la polémique qu'il y a eu derrière la phrase d'Aurore Berger qui il disait précisément, je crois, quelque chose comme ce qui se passe à l'intérieur des maisons regarde l'État. Bon, en fait, cette phrase, elle a été sortie de son contexte et du coup, cette phrase était dans le contexte du projet de loi relatif à la protection des enfants. Et ce que je trouve dommage, c'est que la polémique s'est concentrée sur la phrase, alors que derrière, en fait, il y a quand même une avancée en termes de moyens et de capacités, notamment pour les moyens de la justice, qui parfois font défaut. Mais là, on sait que sur le budget 2027, le budget de la justice passera à 11 milliards au lieu de 10,5 milliards, ce qui est une avancée lorsqu'on sait que Sébastien Lecornu a annoncé hier ou avant-hier que le budget allait être extrêmement contraint cette année encore. Donc voilà, c'était vraiment contre la polémique. La polémique, en effet, l'idée que l'État doive s'occuper de ce qui se passe dans la maison pour beaucoup, parce qu'il y avait aussi surtout l'interrogation en plus de cette justice sur la loi de la protection, la fameuse loi sur les réseaux sociaux. C'était ça aussi qui concentrait les interrogations sur Aurore Berger. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion, à ces débats qui s'interrompent un peu plus vite à cause de l'actualité. Gironde et Var avec des incendies qui ravagent le territoire. Jean-Marie Villain, merci beaucoup d'être venu ce matin, conseiller régional et ancien maire de Viry-Châtillon. Thomas Elexhauser, secrétaire général des Centrix et conseiller départemental, porte-parole également de Nouvelle Énergie. Philippe Bouriaki, conseiller municipal de Orly, conseiller régional d'Île-de-France et 3e vice-président de France Écologie. Et vous l'avez entendu, Véronique Chabourine, analyste stratégique. Je vous dis à très bientôt, messieurs, et je vous souhaite une belle journée. Dans un instant, à suivre en direct sur Sud Radio, une conférence de presse importante pour suivre minute par minute l'évolution des incendies. C'est la préfète de Gironde qui prend la parole et vous pourrez la suivre sur notre antenne. À tout de suite.